Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver en cette fin de week-end. On espère que vous êtes bien installés. Si vous nous écoutez en audio un petit peu plus tard, de la même manière, on espère que vous êtes bien calés. On a plein de choses à vous raconter. Et aujourd'hui, je suis rejoint, comme chaque semaine, par mon meilleur poteau de la vie, Théophile Mesmer. Comment ça va? Ça va très bien, Pierre Armand, c'est toi qui as un col roulé, mais c'est chez moi qui neige là. Sache qu'en ce moment même, il y a de la neige qui tombe. Alors, je croise les doigts pour que ça tienne, mais j'y crois pas des masses. Mais j'imagine que toi, t'as pas ce type de météo chez toi. Je n'ai pas ce type de météo, mais ça prouve au moins que chez toi, c'est bien chauffé. Donc, on est ravis de voir ça. Et pour vous réchauffer encore plus, en cette fin d'année, Théo, on a un nouveau projet qui est disponible sur le site Basket Session et qui est disponible, comme toujours, en autoproduction et forcément en autopromo du coup. Et on va parler de GOATS. Ouais, bah exactement. Alors, on vous en a déjà parlé un petit peu cette semaine si vous avez écouté le CQFR ou que vous êtes passé sur Basket Session. C'est effectivement ce nouveau livre, GOAT, donc au pluriel, toute la NBA, le meilleur et le pire. Il y a aussi pas mal du pire de la NBA en 130 top. Comme on vous l'expliquait un petit peu, voilà, on s'est dit, on allait s'attaquer à qu'est-ce que c'est? C'est ce statut qui fait un peu fantasmer les gens de savoir qui est le greatest of all time. Mais on s'est posé la question de tous les plus grands de tous. Alors que ça soit les plus belles moustaches, les meilleurs passeurs, les meilleurs défenseurs, les plus gros escrocs de toute la ligue. Voilà, il y en a pour tous les, il y a tous les parfums en fait dans ce bouquin. Il y a des trucs sérieux, des trucs moins sérieux. Il y en a des longs, des courts. Il y a à peu près tout. Et comme tu le disais, Pierre Armand, c'est disponible comme toujours exclusivement sur basketsession.com. On est encore au stade des précommandes, donc vous pouvez profiter si vous habitez en France métropolitaine. Vous pouvez profiter des frais de port pendant encore une dizaine de jours, des frais de port offerts pardon, pendant encore une dizaine de jours. Et ça sera livré pour Noël, à temps pour Noël, que ce soit pour vous ou pour offrir. Donc voilà, tout ça, c'est sur Basket Session. Une question qu'on nous a posée, est-ce que c'est le format MOOC ou est-ce que c'est le format Saison en Enfer? Exactement. Alors, très bonne question. Effectivement, c'est pas le même format qu'un MOOC. C'est plus proche d'une saison en enfer. Il me semble que c'est un poil plus large. Donc, mais ça se rapproche plutôt de ça. Mais ça reste quand même assez conséquent. Voilà, il y a 130 tops, comme je le disais, 256 pages en tout, avec de superbes illustrations signées Thomas Ducrest qui a réalisé la couverture de ce livre. Et puis, pas mal de choses assez drôles dans la maquette de ce bouquin qui est signé Guillaume Laroche, qu'on a eu la chance de recevoir il y a à peu près un an de ça dans un épisode de Culture. Voilà, tout ça, toujours, on a mis à contribution toute la rédaction de Rivers, à commencer par Pierre Armand Samama, qu'on a signé une palanquée de superbes tops et de classements en tout genre. Donc voilà. On a bien rigolé en faisant ça. Et la pochette enfin la jaquette du livre est absolument superbe. Alors, on le dit pour tous mes petits floppers de YouTube. Vous savez, les petits floppers de gna gna gna, on les touche. Ah, ah. Dès que tu dis un truc qui va pas, tu les vois, ces petits floppers-là. Ah, ah, oh, ça bien. Alors, il y a donc Jordan, LeBron, Kobe, Steph Curry, Victor qu'on voit derrière sur cette jaquette, que je vous spoil pas, hein, vous la trouvez sur le site de Basket Session. Donc ne vous énervez pas, restez calme. Et y a pas on n'a pas voulu nous faire notre classement des GOAT sur cette pochette-là. C'était juste pour donner le ton de, de ce livre plein d'humour, évidemment. Et comme tu l'as dit, pas mal de tacles à la carotide d'une gratuité absolue. Absolument. Et d'ailleurs, je te voyais mimer des floppers. Je sais pas si tu as vu cette image assez fantastique de Joel Embiid cette semaine, qui a réussi à flopper au niveau de la ligne des lancers francs. Je t'avoue que je comprends toujours pas ce qui s'est passé quand même dans son cerveau. Tu sais pas s'il y a quelque chose derrière le panneau qui a attiré son attention ou quoi, mais c'est assez fou. Ah ouais, ouais, je sais pas s'il y avait le fantôme de Lance Stephenson qui lui a soufflé dessus derrière et du coup mais il floppe vraiment, il fait comme Ford quand tu sais il y a ce fameux ballon qui lui passe pas loin Ouais. il fait comme ça. Bah là pareil, enfin je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joel Embiid, il y a autant de cerveau dans sa tête que de i dans son nom, donc je pense que c'est un conflit permanent, c'est des informations qui s'entrechoquent alors que ça devrait pas. Ouais, on souhaite beaucoup de force aux fans des Sixers, hein. On sait qu'il y en a. Voilà, on est avec vous. On est avec vous. Ne restez pas seul. Rangez les ciseaux et les objets contondants. Faites appel à des proches si besoin. On est là pour vous. C'est quand même fou qu'on en soit à se poser la question un peu partout. Est-ce que les Sixers tankent pour Cooper Flag au mois de novembre, quoi? C'est quand même. Après un recrutement Ouais. fantastique, hein, je leur dis encore une fois, toutes les signatures super.
tout super sur le papier. Sur le terrain, c'est autre chose, mais bon, après, voilà. Ils vont se rattraper, hein, je sais qu'ils vont remonter, mais là, le début Ouais, d'année, il est quand ouais. même assez rude. J'ai une pensée très émue pour Gershon qui a dû se dire quel bonheur de retrouver la ligue et puis de dire mais d'où je suis là, quelle galère avec la blessure de Paul George. Au moment où on enregistre, on ne sait pas encore pour combien de temps il va être absent. Nouvelle hyper extension. Alors, peut-être pas très longtemps, mais c'est quand même pas normal de se faire deux hyper extensions aussi rapidement dans une même saison. Ça sent la pitouze, mais d'un autre monde pour les Sixers. Je ne sais pas si Sixers signifiera le nombre de matchs gagnés dans l'année, mais en tout cas, ils n'en auront pas 76, c'est sûr. Ça, c'est sûr, effectivement. On parle de Joel Embiid aujourd'hui, on va parler de charisme, Théo, de l'aura qui est dégagée par un joueur, qui est dégagée par des actions, etc. Et du manque d'aura ou de charisme de certains moments qui nous ont marqués dans l'histoire de la Ligue, dans l'histoire de la musique aussi, pourquoi pas. On a vu un paquet de concerts, toi et moi, donc il y a peut-être des choses qui t'ont un peu plus hypé que d'autres et où tu t'es rendu compte que certains artistes avaient plus d'aura que d'autres. Voilà, c'est un terme en plus qui revient très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, où on voit ce terme aura plus 10 000, aura moins 10 000, et ça nous fait toujours rigoler. Donc voilà, s'était dit qu'on allait commencer comme ça à s'envoyer des petites piques d'aura ou de non-aura pour voir un petit peu ce à quoi on a pensé. Théo, t'as pensé à quoi quand je t'ai parlé de ce thème? Alors écoute, instinctivement, c'est là que tu vois que je suis une mauvaise personne, hein, j'ai commencé tout de suite par penser au pire du pire avant de trouver des exemples positifs. Euh, le premier qui m'est venu en tête quand même, mais en fait il est borderline. Tu vois, je pense qu'il est entre les deux au bout du compte. Mais le Everything is possible ou Anything is possible de Kevin Garnett quand les Celtics sont champions en titre, sachant que c'est le slogan aussi à ce moment-là d'Adidas, son sponsor principal. J'avais été très gêné en live en le voyant hurler ça alors que j'étais ravi que les Celtics remportent le titre. Après, après coup, tu vois, je trouve que ça a plutôt pas si mal vieilli. Donc c'est pour ça, je serais curieux de savoir, toi, où tu le situes voilà, dans tes colonnes. Et vous qui nous écoutez, je serais curieux aussi de savoir ce que vous en avez pensé au bout du compte. Sur le coup, ça m'a pas choqué parce que je m'attendais à ce qu'ils se mettent à hurler. De toute façon, dans tous les cas, tu peux pas avoir un mec qui a un wawa comme ça, qui gagne un titre et qui te dise juste voilà, bravo à eux, je suis content, voilà, c'est un accomplissement. Donc ça, c'était sûr. Il le fait à la Garnett, c'est-à-dire quand il dit possible, il crache tout ce qui 153 000 postillons, c'est horrible. En plus, je sais pas si tu te rappelles, ils ont cette espèce de survêt de l'époque. Il est horrible. Horrible. Son t-shirt là, il est horrible. Après, voilà, c'est théâtral à souhait, mais on va remettre dans le contexte de 2024. Ce truc, Anything's Possible, a pris une aura incroyable grâce à son contraire ultime, c'est-à-dire l'ami JT, Jason Tatum, qui craque un We Did It, mais flingué à se prendre la tête comme ça, genre oh my god, we did it. On dirait une Kardashian qui dit oh my god, it's amazing quand elle sort de la Fashion Week de Paris. Donc ça, je pense que si tu veux, Garrett, il était, comme tu dis, border entre Laura, si la ligne est là, il était là, mais alors après, boing, il y en a un qui est passé tellement haut, parce que par rapport à l'autre, voilà, enfin, disons que Jason Tatum a remis le curseur de la gêne sur tout ce qu'il a fait pour remettre l'original qu'il a essayé de copier tout en haut, et sur tout ce qui s'est passé. Pareil sur qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant qu'avaient dit les Warriors, même à une époque où pareil. Enfin, ces remises de prix, c'est vrai que comme elles sont faites sur le terrain, il y a forcément des moments gênants parce qu'il y a toujours un qui veut essayer de ramener la couverture à lui-même. Et tandis qu'avant, on était dans le vestiaire, donc c'était le bordel, il y avait du champagne partout. Je ne sais pas si tu te rappelles, il Bien tirait sûr, des ouais. tentes. Il se retrouvait à 300 dans sa place pour remettre un trophée dans un vestiaire. Enfin, ça par contre, j'ai toujours trouvé beaucoup plus sympa quand je crois que c'est en 95 ou 96 ou peut-être au retour de Jordan, ils remettent le trophée sur le terrain en 96 peut-être. Je n'ai pas le souvenir avec peut-être, oui, oui, si, avec les Rockets, ils avaient fait ça, puisque c'est là où Rodi Tomjanovic avait dit qu'il fallait pas sous-estimer Ah le cœur oui. d'un champion. Mais voilà. Et d'ailleurs, ça fait quand même à peu près 7 mois que je veux placer cette anecdote concernant
trophée de champion. Rappelle-toi, Théo, l'autre jour, pardon de monopoliser, de faire un immense tunnel, on est dans le tunnel du Mont Blanc là, Non, mais c'est mais parfait. on avait parlé, tu sais, du fait que le trophée était rond maintenant Ouais. et qu'il n'était plus carré. Et ben j'ai eu la réponse, puisque j'ai un très très bon ami qui travaille pour une grande enseigne de luxe française qui fournit la malle qui a le trophée. Et ben, le trophée maintenant est pour rond pour qu'il rentre dans la malle plus facilement et qu'en fait le socle est aimanté la malle pour ne pas qui bouge. Et donc c'est pour ça que le trophée est devenu rond. Bon, c'est un cocorico. C'est du journalisme d'investigation, donc culture, t'as été trouver l'info au plus près de la source, Alors, etc. C'est alors beau ça. pourquoi je te dis ça? Parce que mon ami en question a eu le privilège d'amener la malle qui contenait la flamme olympique quand la flamme est arrivée à Marseille par le Belém avec Florent Manodou. Donc, il a eu le privilège de l'amener et de la déposer devant lui. Donc, il était dans une malle floquée LV également. Hein. Et donc voilà, et du coup, c'est pour ça que je disais, mais parce que la flamme était posée d'une telle manière sur un socle, etc. Mais je lui ai dit, mais est-ce que c'est pour ça, du coup, pour rentrer dans cette malle, plus petite malle que le trophée rond? Il m'a dit, oui, oui, du coup, elle est aimantée comme ça. Mhm. Si c'est une mauvaise info et que vous en avez une autre, dites-le moi, que je le raye de ma liste d'amis pour m'avoir fait passer pour un teubé. Écoute, c'est bon ça. Écoute, tu parlais de Jason Tatum, je voudrais rajouter un truc quand même, parce que on a pas mal parlé de Starting Five, là, la série Netflix. Au bout du compte, ce qui est dur pour Jason Tatum, c'est que je le trouve sympathique en fait. Il est sympa ce gars, Mais il est c'est sympa. un super joueur, il est hyper sympa. Et en fait, ce qui est dur avec ces moments en fait où on tend le micro, c'est que tout le monde n'a pas la capacité en fait de sortir C'est ça. la phrase qui claque, qui va rester iconique à tous les moments. Mais quand t'es une star, tu sais que le micro va être tendu, que t'aies quelque chose à dire ou pas quelque chose à dire. Et je trouve ça dur parce qu'au bout du compte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça lui retombe sur la gueule alors qu'en fait, c'est un super joueur. C'est un mec qui a l'air vraiment. Je pense que ça doit être cool de jouer avec lui, tu vois, ou même de pas taper la discute avec lui. Mais. Voilà, et quelque part, tu sais, il y a un moment où j'avais le sentiment un petit peu, j'avais un peu le sentiment pour LeBron, où tu sentais que comme il venait après Jordan, il passait après Kobe, il fallait qu'il joue le rôle du leader rassembleur, à parler, sortir des phrases chocs avant les matchs, etc. Alors que je pense que c'est pas finalement son leadership s'exprime pas forcément de cette manière-là. Je pense qu'il a d'autres manières d'être un leader. Il y a eu cette période où tu sentais qu'il essaie de se calquer sur les exemples qu'il avait précédés, sachant que Jordan et compagnie n'ont pas eu besoin de faire ça parce que de toute façon il n'y avait pas d'image, il y avait voilà, ils ont pu être simplement eux-mêmes. Et je trouve ça dur pour Jason Tatum. Je trouve ça vraiment dur au bout du compte. Après, dans le micro, rien ne l'oblige à se mettre en scène et à essayer de. C'est Parce que vrai. il y a C'est clair. il y a clairement cette tentative de vouloir créer ce moment. Et il Mm. faut être très honnête. Internet qui n'oublie jamais rien et qui était prêt, les gars étaient prêts à lui tomber dessus. Ils le savaient. Enfin, merde. Tout le monde savait qu'il allait vouloir copier un truc. Il y avait même des premières images où des gens avaient imaginé ce qu'il pourrait faire, tu sais, de reprendre la photo avec Ah assis oui. dans le vestiaire, les yeux dans le vide et tout. Voilà, c'est ça. Ce qui est là aussi ultra mis en scène. Mais il le sait que ça va lui tomber dessus et qu'il va. Donc, t'es pas obligé de le faire. Il y a pas de. Tu parlais de Jordan tout à l'heure. Il n'y a pas d'image de lui. Moi, j'ai une image de lui sautant sur la table pour montrer ses cinq doigts ou de sautant en l'air. Bon, il y a cette image, mais je pense où il pleure Mm. sur le trophée. Mais qui est, je pense, celle qui nous ramène le plus à lui quand on parle de titre. Mais pour moi, pareil, tout le monde dit souvent le Bron, le cinéma, etc. Le Cleveland This Is For You, il vient du cœur, quoi. Moi, je pense qu'il est, en plus, il est loin. Il doit savoir la fête que c'est là-bas. Je pense que quand même si avec LeBron rien n'est improvisé, tout est préparé. Voilà, ça c'est quand même une phrase qui est bien. Mais on parlait d'aura, voilà, un personnage avec une aura sans fin, LeBron James. Chaque célébration, que ce soit. Alors attention, hein, je le fais. Je suis pas très impressionnant quand je fais ça, quand je prends un N1. Mais celui où il double pump, il se frappe comme ça, ne serait-ce que quand il fait ça. Bah, attends, mais ça, c'est le geste le plus fou, la célébration. Mais
une paire de bollocks pour pouvoir se dire j'ai le droit de faire ça. Et moi, il y a une action qui me revient fort de LeBron. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un match de saison régulière. Il prend un rebond, il se retourne et il prend Kyrie. Il rentre dans Kyrie sans faire exprès. Et le ballon donc retombe. Et lui, il laisse rebondir le ballon. Il relève Kyrie. Et il repart en contre-attaque derrière. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette image. Il le prend d'un coup, il le soulève. Moi, j'ai trouvé ça, mais c'est trop classe. Voilà, il y a un truc dans le charisme, il y a un côté classe du truc. Et il y a un nombre d'actions de LeBron. Là, même quand tu le vois, je ne sais pas si tu as vu cette petite très, 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 très belle image où ils rentrent sur le terrain, là. Je ne sais pas où ils sont, les Lakers rentrent. Et soudain, il tourne la tête parce qu'on l'appelle et il voit Greg Oden. Oui, oui. Et il va, mais tu vois la manière dont il prend Greg Oden dans ses bras, je trouvais ça très, très, plein de respect, si tu veux. Et il le regarde après en partant, mais tu vois, Greg Oden le regarde comme si, tu vois, c'est King qui vient me voir. Et voilà, il faut un degré de fame et d'aura. Voilà. Donc, je suis, moi, admiratif de LeBron. Allez-y, allez-y, petit flopper d'Internet. Oh non, LeBron, c'est un LeBron, machin. On s'en fout. Il faut être honnête. Et tu as raison. Enfin, t'as donné la meilleure phrase, le meilleur punchline de l'année, je trouve, quand tu étais au First Day Show, j'ai First Team, en disant il va falloir lui dire que le Prime, ça s'arrête à un moment. Parce que j'ai envie d'avoir encore ton avis, mais le début de saison de LeBron James et des Lakers, tu vois la différence avec les Sixers, ce marasme où personne ne s'amuse à jouer au basket, et lui qui prend un plaisir infini. Mais ce début de saison, il n'a aucun sens. Ouais, non, mais c'est clair. Tu sais, je pense que LeBron et Stephen Curry regardent pas leur spam, parce que dedans, il y a les mails qui leur disent non, mais c'est fini pour vous maintenant. Avec les doigts à la retraite. Il vous reste 3 trimestres, théoriquement. Ça fait 10 ans qu'il vous reste 3 trimestres. Il va falloir, pour être à taux plein, on y est. Hein. C'est exactement ça. Écoute, quand tu m'as proposé ce thème, moi, sinon, du côté positif, le premier truc qui m'est venu, c'est si je te fais ça, comme ça, donc si vous nous écoutez, je suis en train de faire bye-bye à Pierre Armand Samama. Ça t'évoque quelque chose, j'imagine. Moi, je vois que tu fais bye-bye à Russell Westbrook et toute la ville de Los Angeles. Exactement. Voilà, le Damian Lillard là, qui met le panier pour éliminer OKC et qui fait bye-bye à Paul George et Russell Westbrook. C'était tellement dingue, en fait, de clutch. Et puis, tu sais, c'est son attitude totalement détachée, quoi. Il est pas en train de sourire, il a pas l'air énervé ou quoi que ce soit. Il est juste en train de dire, comme tu croises une vague connaissance quand tu es au volant et tu fais coucou comme ça, mais tu es déjà en train de penser à la liste de courses que tu es en train de faire dans un coin de ta tête. Donc ça, pour moi, c'est encore plus fort parce que tu sais, il y a ce côté complètement détaché que donne Damian Lillard dans ces situations-là. Je trouve ça magnifique. Oui, et avant d'aller faire les courses, il se prend quand même 1,5 tonne de viandasse sur la tête, dont Enes Kanter qu'il secoue dans tous les sens. Et il y a cette image où il est donc pris en sandwich, et tu sais, il est là, et puis il voit la caméra et fait. C'est ça. Il n'y a pas une émotion sur la gueule du gars, quoi. Ouais. Alors qui sait qu'il vient de mettre un des plus grands shoots de l'histoire, et inversement. Alors tu vois, zéro aura. Pour Paul George, sur ce coup-là, zéro charisme de dire c'était un mauvais shoot. De toute façon, c'est un mauvais shoot. Voilà. On a tous eu ce débat à un moment donné, dire est-ce que c'est un bon shoot, un mauvais shoot. Mais alors, vraiment, dis rien, quoi. Reconnais la grandeur du truc. L'aura d'un gars qui prend un shoot presque de son camp, à une main comme ça, il fait comme ça. Un grand néo-zélandais avec des grands cheveux, il fait comme ça, la balle rentre et il fait. Steven Adams, un des mecs qui a le plus de charisme pour moi dans la ligue. Toutes ces images où il y a l'un des frères Plumlee qui lui passe par-dessus, il le rattrape, où il calme tout le monde. Là, récemment, il y a eu une scène où on en voit un qui dit qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème, il se retourne, il le voit arriver, l'autre, il a juste le sourire, l'autre, il fait un pas de recul, il s'arrête. Mais putain, le charisme qu'il faut pour calmer ces types qui ont envie d'en découdre, c'est extraordinaire. Quel personnage génial. Et je pense qu'il disparaîtra. Le jour où il arrêtera de jouer au basket en NBA, comme Tim Duncan, on n'entendra plus jamais parler de ce type-là, à part dans Vaiana 4 où il fera la voix d'un personnage. Mais moi, j'adore Steven Adams depuis des années et des années. J'ai toujours un faible, tu sais, pour les intérieurs défensifs là, qui font leur job. Et Steven Adams, mais quel plaisir ça doit être de jouer avec un mec comme ça,
qui fait juste tout ce qu'il faut pour que les autres puissent briller. Et l'action dont tu parles de cette saison-là, elle est incroyable. Là. Effectivement, il y a une faute qui est sifflée. C'est un rookie. Il fait ça, un rookie, je crois, qui regarde. Il le voit pas arriver, en fait. Il est en train de récupérer le ballon et quand il lève la tête, il voit Steven Adams qui arrive en courant vers lui. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Et après, t'as Steven Adams qui rigole, qui dit non, t'inquiète, rookie, c'était juste pour blaguer. Mais ouais. J'imagine que t'es le moment où ton cœur s'arrête, t'es en train de te demander si t'as eu le temps de paraffer ton plan hors sec pour tes enfants à venir, etc. Mais il a vu la mort défiler, enfin il a vu sa vie défiler devant ses yeux, ce mec-là. Mais c'est comme qui est-ce qui prend et qui l'emmène au milieu du terrain? C'était pas Derrick Jones Jr.? C'est bien possible. Incroyable. Non, je crois que c'est un mec plus costaud que ça. Hein. Je me demande si c'est pas je C'est crois que un c'est grand mais c'est un un peu longiligne. T'as peut-être raison en tout cas, qui le soulève, Je sais plus le qui c'est. soulève Enfin, de terre le et soulève dans la l'emmène. raquette, Ouais, il l'amène, ouais. il lui parle à l'oreille, il l'emmène au milieu de terrain pendant que l'autre essaye de regarder en disant hey, toi machin, et puis à un moment il le pose et l'autre il fait Euh, qu'est-ce que je fous comment je suis arrivé Qu'est-ce là? qui s'est passé? L'autre il a pris en monte charge, il l'a amené direct. Voilà, mais je pense que c'est un type ultra respecté et ultra aimé dans la ligue. Bon, Ouais, ça c'est c'est sûr. clair. Et un Et, et c'est le genre de coéquipier gars, incroyable. tu disais, voilà, c'est ça, il a pas besoin de jouer les gros, les gros bras tu sais, pour calmer des situations ou quoi que ce soit, il a pas besoin de jouer les thugs. De toute façon, tout le monde a bien vu la force surhumaine du machin. Je pense que lui, pour le soulever et pour le faire bouger dans la raquette, tu sais, c'est même pas des écrans en retard, quoi. C'est des écrans en stop, tout s'arrête, quoi. T'as tous les 9 autres mecs qui sont coincés dans son dos, personne bouge, quoi. Ah, putain, qu'est-ce que t'as d'autre? Et moi, j'en ai un autre. Alors, bon, c'est un peu particulier, mais c'est Trae Young, l'année où les Hawks vont jusqu'en finale de conférence, au Madison Square Garden, qui fait taire tout le Garden et qui s'incline, tu sais, comme à la fin d'une représentation de théâtre, là. J'avais trouvé ça magnifique. Alors derrière, il n'a pas vraiment confirmé, même si le talent est toujours là, mais j'avais trouvé ça énorme. C'est un super joueur, Trio. Vraiment un type. J'avais eu le plaisir de le voir jouer à Brooklyn dans tu sais, la Jordan Classic, Ouais. ce tournoi organisé par Jordan Brand chaque année avec les meilleurs lycéens. Il était là et il y avait en face de lui un type que j'aime beaucoup aussi, une boule d'énergie. Tu le voyais déjà à l'époque, il était que lycéen. C'était Colin Sexton qui avait fini MVP de ce tournoi-là. Euh, et, euh, Et Triangle, il avait cette même coiffure, cette même tête déjà, sa tête ouais, de troll, quoi, de petit troll. Et en effet, alors, quand il fait comme ça, et cette manière dont il s'était baissé, et ça m'avait rappelé la manière dont Reggie Miller à Chicago fait la même chose. Oui, Oh, je crois que exactement. c'était ouais, je crois que c'était avant l'arrivée, dans les derniers mois du Chicago Stadium. Il met un tir à 3 points, il fait comme ça, il se met au milieu, puis alors lui, il le fait d'un côté et de l'autre, tu vois, il fait C'est ça. à la Reggie Miller, et je crois que c'est Tony Kukoc derrière qui met un tir décisif pour la gagne, et tu as Steve Kerr qui arrive comme ça, en sautant, et qui se met devant Reggie Miller, et qui fait comme ça, aura moins 10 000, parce que j'imagine que c'était ridicule. Et tu vois les deux différences comme ça, comme quoi la frontière, elle est très mince entre, même si tu as gagné, tu peux être ridicule à côté du mec qui vient de se faire prendre pour un con, puisqu'il vient de perdre alors qu'il vient faire le malin. Donc ça me faisait marrer et ça me fait penser à Aura pas Aura en 2 jours. Tyler Hero 2020, les finales, où il est Ouais, phénoménal et il fait son fameux. Là, tu vois, sa lèvre cette retroussée. grimace. Ouais. Voilà, cette grimace qui fait le tour, des télés et des highlights. Et 2 jours après, sur un contre-attaque, il se prend un coup d'épaule de LeBron. Et je sais pas si tu vois cette image Si, si, si. où il part en volant, mais comme un gosse, et il part, mais dans le banc, enfin de l'autre côté, enfin, c'est dans la bulle en plus. Donc il y avait, tu vois, c'était et c'était, mais ce coup d'épaule était trop de l'avoir vu valdinguer comme ça alors qu'il faisait le bonhomme juste avant et de voir que finalement, bah, t'es quand même dans un sport d'homme, tu vois. Limite, c'était ça. Hein. Allez, il lui a mis, il dit, allez, petit, laisse-moi aller au cercle tranquillement là. Allez, 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 oh, 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 arrête tes conneries. On aurait dit un épisode de Itchy et Scratchy, quoi. Tu sais, il lui a retiré le squelette, s'est retrouvé à l'extérieur du corps en un coup d'épaule. C'est ça. Incroyable. C'est ça, exactement. Euh,
Allez, moi j'en ai un autre, alors très récent, je sais pas si tu as suivi le début de saison assez boulet de canon de Paige Bakers, qui est annoncé partout comme probablement la première, qui sera en premier choix de draft de la prochaine draft WNBA. Mais il y a une action, pour tout te dire, c'est ma fille qui m'a montré ça, où elle met un shoot au buzzer, je crois que c'est shoot au buzzer de la mi-temps, à 3 points, tu vois, remonte la balle, elle met son tir à 3 points, et puis emmener un petit peu dans son élan, elle passe devant le banc adverse, et en fait, elle se met à sautiller, quoi, t'es comme, comme une gamine qui va à l'école le samedi matin en sautillant devant le banc, et j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était une manière tellement irrespectueuse de passer devant le banc après une action comme ça, que j'ai pas pu m'empêcher de rire, mais voilà, c'est effectivement, il faut quand même avoir le niveau et le charisme pour pouvoir te permettre ce genre de choses. Et là, j'ai trouvé ça très très bon. Bah, c'est comme Steph à chaque fois qu'il prend un shoot et qu'il se retourne, hein. Là, tu parlais de Trae Young, il y a un, un All-Star Game où il prend un shoot du milieu de terrain alors que Trae Young est en train de revenir derrière lui, il le Ouais. prend, il se retourne, il le regarde comme ça, genre non mais c'est pas non non pas jusqu'au bout, c'est bon, c'est fini. Attends la balle là, si tu veux, je te laisse la prendre. Et ça, moi, ça c'est pour moi c'est un des plus grands gestes de ces dernières années. Voilà, je pense que Steph pour moi enfin, gagne une aura et des places dans le classement all-time sur ce genre de truc. Mais c'est complètement fou. Et Kyle Kuzma avait essayé de le faire une fois, je sais pas si tu te rappelles. En plus, il le fait sur son banc, il se retourne vers son Ouais. banc, genre comme ça, et t'as ton banc qui lui fait fonce, fonce. L'action elle continue, ton shoot il est de merde. Et en plus, c'est pas genre, tu sais, comme Nick Comme Nick Young Young. Ouais. ou Kemba Walker où ça rentre, ça sort. Puis... Non, non, là, le truc il tape bord de cercle, poing, comme ça. Donc il n'y a aucune chance que la balle elle rentre. L'autre il se retourne et regarde son banc, genre. Non? Ah bon. Quelle bouffonnerie, quelle Kuzma, bouffonnerie. Euh, peu d'aura, Jeff Van Gundy qui attrape la jambe d'Alonzo Mourning. Petit aura. Petit aura. Sur le principe, sur le principe, grand Parce que moi, aura, le respect, il est énorme. Ouais, c'est ça. le respect, il est énorme. Le rendu est catastrophique parce qu'on le voit quand même agripper un tronc d'arbre et il est comme ça. Et à chaque fois que l'autre tire la jambe, lui, il est Le pire, c'est secoué que Morning comme s'en un rend pas prunier. compte du tout, quoi. Mais Morning, au bout d'un moment, on dit, tu sais, regarde par terre en disant, mais qu'est-ce qui me gratte la jambe là? Tu sais, on dirait les types, malheureusement, qui ont qui, tu sais, qui ont la rupture du tendon d'Achille et qui se Ah oui, retournent oui. et qui se disent, mais il y a quelque chose qui m'a, tu vois, vous Ouais, savez, ouais. quelqu'un leur a mis un coup. Là, c'est pareil. Et c'est pas tout de suite, en effet, au bout d'un moment, tu sais, il va pour prendre son air et puis il fait, mais qu'est-ce qui me gêne? L'autre, il est derrière. Puis il devait faire des bruits, genre. Mais c'est ça, il est accroché comme si sa vie en dépendait, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'il comptait faire? En fait, c'est ça le truc. Il comptait faire quoi? À la limite, tu l'attrapes à la taille. Bon, tu peux pas Mm. l'encercler, c'est sûr. Mais tu te mets devant lui, tu vois. Tu te mets devant lui, tu lui dis stop. Mais là, t'attaché. En plus, il aurait vraiment pu se faire très très mal si se fait piétiner. Mais bon, ça, c'était quand Ah, même drôle. Mais pauvre Van j'ai du Gundy. respect. Ouais, respect quand même. Ouais. Ouais, c'est clair. Le pauvre, il s'était pris une droite de Marcus Camby aussi en essayant de s'interposer entre Marcus Camby qui est son propre joueur, quoi. Il avait Ouais, voulu non. s'interposer entre Marcus Camby et je sais pas qui, et c'est lui qui a mangé la droite. Il Non, a mais donné de c'était son corps. un nombre de choufs. C'est chouf Van Gundy, en fait, parce qu'il il s'en prend une autre par Jordan quand l'autre, il en met, je sais pas combien, le fameux con game, là, où l'autre, il avait dit que c'était un escroc avec certains de ses coéquipiers. Et finalement, évidemment, bah, il le regarde droit dans les yeux. L'autre lui dit qu'est-ce qui se passe en le regardant droit dans les yeux. Et il se retrouve tout petit. Voilà. Contrairement à Jeff Van Gundy, un coach, et vous en avez parlé sur Basket Session, on en parle cette semaine parce qu'une statue arrive à son effigie, certainement la statue la mieux sapée de l'histoire de la NBA. Pat Riley, tout ce qu'il fait, le mec, bah, il arrive quelque part, c'est fou. Ouais, bah c'est clair. Déjà annoncer que tu vas faire un back-to-back quand ça n'a pas été fait depuis les années 60 ou pas loin, hein, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça, là, quand il était aux Lakers. Et puis même quand tu vois les anecdotes aussi qui sont racontées par d'anciens joueurs, quoi. Notamment, il y en a une que Udonis Haslem racontait que quand il était au Heat avec Shaq, Pat Riley fout dehors de l'entraînement Jason Williams et Shaq est pas d'accord et le ton monte. Et Udonis Haslem veut s'interposer entre Shaq et Pat Riley. Et Pat Riley dégage la main de Udonis Haslem. Et visiblement,
Pat Riley était prêt à se colter avec Shaquille O'Neal. Du coup, tout le monde s'est mis sur le côté en mode non, mais moi je vais pas prendre part à ça parce que je vais pas me faire virer si jamais il y a un coup qui part. Donc, ouais, Pat Riley, gros charisme, Pat Riley. Ah ouais, et puis la sape, la classe, on dirait qu'il sort tout droit d'un film de Scorsese. Et puis toujours le mot juste, même en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur aussi. Je me rappelle de sa tête quand Jordan mettait ses 55 points pour le retour au Garden. Mais tu vois, c'est marrant, tu parlais de l'annonce du back-to-back. C'est carrément un de mes premiers souvenirs que j'avais, puisque j'avais eu cette cassette Ouais. vidéo qu'on avait eu tous sur le back-to-back, et où il dit Next year, we're gonna win it again. Et il se retourne comme ça et regarde les gars. Moi, j'avais l'impression qu'il avait déclaré l'indépendance des États-Unis, tu vois. C'est-à-dire que le gars venait de dire un truc fou parce que tout le monde était là, ouah, c'est de la folie et tout. Alors que, à partir de ce back-to-back là, ça devenait, enfin, c'était sur les années qui ont suivi, c'était la norme. Mhm. Puisqu'il y avait eu les Lakers, les Pistons, les Bulls, les Rockets, les Bulls, les Lakers par la suite. Enfin, c'était non-stop. Donc voilà, c'était un grand moment. Pat Riley. Putain. J'ai hâte de voir la statue. Oui, oui, je pense que ça sera pas comme celle de Dwayne Wayne. En tout cas, je pense que lui, il va pas J'ai vu. s'amuser à ce que ça lui ressemble pas. Il va s'assurer. Je pense que le sculpteur a intérêt à avoir de la patience et peut-être à se mettre sur Blocktel s'il veut pas recevoir 150 000 coups de téléphone de Pat Riley qui lui demande comment avance sa statue heure par heure. Ça risque d'être un peu lourd. Et si vous voulez apprendre plein de trucs sur Pat Riley, regardez la série Winning Time sur les Los Angeles Lakers, sur la saison justement où il arrive dans le staff en tant qu'entraîneur adjoint, puis entraîneur tout court. Et on le voit arriver, il y a plein d'images de lui avec des survêtements Adidas incroyables. C'est Adrian Brody d'ailleurs qui joue son rôle, je crois. Et Oui. c'était vraiment bien, on apprend plein de choses. Et tu parlais tout à l'heure de petite aura et je vais raccorder avec le début de ce Hoop Culture. Moi, j'en ai un pour Joel Embiid aux derniers Jeux Olympiques Enfin, en je l'ai un peu. France qui demande au public de le huer encore plus et derrière qui prend un tir terrible qui se termine en airball, un airball à 3 points. Là, t'as tout combiné. Tout est combiné en 4 secondes. 4 secondes à peu près. T'as tout ce qui te fait perdre des points d'aura à vie, je pense. Mais c'est un peu le résumé de Joel Embiid depuis un an, je trouve. Ces actions débiles, ce côté dirty player, ce côté j'assume pas ce que je suis vraiment, je sais pas où me mettre. Enfin, ouais, et là, tu peux pas dire aux gens de te siffler, ou alors c'était du second degré. Peut-être du second degré, hein. Donc il est costaud. Si c'est du second degré, c'est parce que c'est un moment que ça dure, effectivement. Tu le dis, depuis un an, je pense que ça fait bien ça, ouais. Non, non, mais de chanter à Airball après ça, le mec a peut-être dit bon, on va rigoler. C'était pas très drôle. Pour lui, en tout cas. Pour moi, j'ai kiffé. Moi, ça a marqué. Le public a apprécié, en tout cas. Autre moment d'aura incroyable aux Jeux Olympiques. Je vais pas te parler de ce Footy Night Night parce que ça ne m'intéresse pas. Quand au bout de 15 secondes de match, sur un des matchs les plus importants de ta carrière au niveau international, tu décides d'enfoncer la poitrine de ton propre partenaire en club. Kobe 2012. Kobe, Non, 2008. 2008. Kobe 2008, qui annonce à ses coéquipiers qu'il va le faire, qui le fait. Et quand tu vois dans le documentaire Redeem Team, il raconte cette action, tu vois l'étincelle dans les yeux des joueurs qui disent mais c'est quel degré justement de charisme pour oser faire ça, quoi. Et le mec, et puis il le regarde, hein. Il lui marche par-dessus, il le regarde droit par terre, genre Not today. Ouais, c'est clair. Tu sais, enfin, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais en 2012, j'avais eu la chance d'être aux Jeux Olympiques de Londres. Et l'une des images qui m'avait le plus marqué, c'est à la fin de la finale, donc gagné à nouveau par Team USA face à l'Espagne. Il y a un moment où Kobe va voir Pau Gasol et il lui parle même pas, en fait. Il est face à lui, il lui tape sur la poitrine et c'est une des rares fois où vraiment sur un terrain, j'ai vu de la compassion dans le regard de Kobe, où tu sentais qu'il était, bien sûr, ravi d'avoir gagné une nouvelle, une nouvelle médaille d'or olympique. Jamais ça lui serait passé à l'idée de ça pouvait se dérouler autrement. Mais j'ai vraiment vu de la compassion pour son pote. Ce que je pense vraiment, enfin, il suffit de voir encore les liens très resserrés qu'a Pau Gasol avec toute la famille Bryant aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui a compté pour lui au-delà du terrain humainement, vraiment, je pense. Et cette image, elle a été hyper forte. Et d'autant plus qu'il lui parle même pas, en fait. Vraiment, il est face à lui, il le regarde, il se regarde dans les yeux, il lui met une tape sur la poitrine. Et ouais, c'était une des images que je garde toujours de ces Jeux Olympiques-là.
Oui, oui, je suis parfaitement d'accord, hein. C'est d'autant plus de charisme quand on connaît le respect infini qu'ils peuvent avoir. Et puis franchement, il lui met un tampon qui est pas dangereux parce qu'il ne va pas pour le blesser. Mais bon, Il envoie un message. l'autre le voit Ouais. arriver. Ouais, ouais. Le message part fort. Euh, Quand on parle d'aura, moi j'imagine, je te disais, LeBron tout le temps, Pat Riley tout le temps, bon, Magic tout le temps. Voilà, Magic non-stop. C'est sur une carrière de rayonner à ce point-là. Il y a même quand il annonce sa séropositivité, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un charisme fou à tout moment aux Jeux Olympiques de Barcelone. Voilà, si on parle d'aura, voilà, je pense que sur mon Rushmore des joueurs les plus charismatiques de l'histoire de la Ligue, il y est largement. Ouais, tu sais, une des images, je trouve, qui. Enfin, si tu me parles de Magic, je pense toujours à ça. C'est les finales 91, là, quand Vlade Divac met ce panier Oui. culte et qui court, il court vraiment dans les bras de Magic, en fait. Et tu dis, c'est fou parce qu'en fait, Vlade, il a déjà, à ce moment-là, il a déjà une grande carrière en Europe. Il a déjà joué avec des compétiteurs de malades. Et malgré tout, bah, Magic, c'est le. T'as l'impression que t'as l'impression que c'est son daron, quoi. T'as l'impression que c'est Ouais, un c'est ça. petit qui va se réfugier dans les bras de son père ou de sa mère et qui est le parent qui est tout fier de lui. Et ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que au jour le jour, en fait, même, t'as beau avoir fait toute une saison avec le gars, ça reste une icône à tes yeux. Et cette image, elle est incroyable. C'est des très belles finales, hein, quand même, 91. C'est vraiment une belle finale, hein. Les gens pensent que c'est que les Bulls roulent sur les Lakers sur 4 matchs. C'est vrai qu'ils prennent le premier Lakers, les Bulls prennent les 4 suivants. Mais c'est 4 beaux matchs. Il y en a un qui va en prolongation. Il y a Paxson qui prend feu sur le dernier, je crois. Euh, Ouais. c'est vraiment. Il y a dans le match 2 le fameux move de Jordan qui prend 13, qui réussit 13 shoots d'affilée. Ce sont vraiment des belles finales. Je vous conseille de les regarder et de voir justement un duo. Pour moi, vraiment, ouais. Vlade Divac, Magic, c'est un truc qui fonctionne, qui a cliqué immédiatement, hein. C'était très très beau à voir. Ouais, Euh, ouais, Dis-moi. tu Vas-y, vas-y. parlais, du coup, on parlait de Jordan. Alors moi, j'en ai un quand même avec Jordan. Finalement, c'est pas. Ça aurait pu être le shrug game. Moi, c'est le finger wagging à Mutombo, là. Parce que je trouve ça quand même assez incroyable. Mutombo, contreur incroyable, qui dit à Jordan, ouais, jamais tu m'as dunké dessus. Et genre, quoi, 2 semaines après, même pas, ça se suit quasiment. Jordan qui Ouais. lui met un dunk sur la tête et qui repart en le regardant dans les yeux en lui disant, non, 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 mon pote. Ça, c'est le. Voilà, c'est. Ouais, c'est magique. Mais surtout, c'est des joueurs qui avaient peu à l'époque finalement comme aujourd'hui, de moves de gagnants, tu vois, Hmm. de gestes, tu vois, comme Dame qui fait ça, Oui, de célébration, ouais. Ouais. de célébration, il Hmm. y en avait, moi, il y en avait pratiquement pas. Il y avait Shaq qui faisait comme ça à un moment, mais ça a duré très peu de temps. Il y en avait peu. Même un mec comme KD aujourd'hui, qui est plus de qui semble coincé dans cette époque-là, plutôt, qui semble un type perdu de nos jours, a jamais eu de vraies célébrations, de vrais gestes comme ça. Donc, c'était marrant. Moi, Jordan, si t'en parles, c'est même pas le short game. Pour moi, c'est le match où il est le plus vulnérable, c'est le flu Ah, game. ouais, ouais. Voilà. Quand Et tu vas l'image, s'effondrer sur voilà, et c'est sur l'image le banc. où pour la première fois, il se montre vulnérable et il regarde Pippen qui arrive, qu'il prend et il le regarde genre, ah salut, Luc machin, non, non, bon, tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? On dirait un mec, tu sais, à la sortie d'un bar, il le prend comme ça, il le ramène et l'autre lance. Tu sais, dans The Last Dance, tu vois ce plan où tu sais, il Il l'encercle et l'enlace, la ouais. main tient même, son bras tient même pas. Ouah, c'était incroyable. C'était vraiment, j'en reparle, j'en ai encore des frissons. C'est vraiment un moment extraordinaire. Euh, Moi, dans les moments aura pas aura, Jeremy Lin qui est aux Lakers et qui dit à Kobe de dégager déjà. C'est quel degré d'aura pour risquer de faire ça quand tu arrives aux Lakers. Tu viens d'arriver et tu dis non, mais pousse-toi. Et après, en plus, il met le shoot qui est un game winner, je crois, et il va dire à Kobe pourquoi il lui a expliqué ça. Et Kobe l'écoute, tu vois, il lui dit Hmm. ouais, ouais, ok, d'accord, ok, machin. En plus, il avait un maillot à manches, donc il faut encore plus en avoir à ce moment-là. Et Jeremy Lin, tu fais partie aussi aux Lakers d'un truc sans aura, euh, victoire
claqué des Lakers. Kobe est blessé. Kobe est invité chez Jimmy Kimmel qui lui dit, il lui montre l'image des autres qui paradent, genre on dirait qu'ils ont gagné le titre. Il y a Nick Young, il y a, je sais plus qui y a d'autres. Enfin, il y a, Un intérieur, il y a un Carlos intérieur avec Boozer. des locks là. Il y a Carlos Boozer et il y a un mec avec des locks. Ouais, j'en parle dans le GOAT justement, Ouais. dans ces moments un peu gênants. Et Kobe qui regarde ça en disant. Et l'autre qui lui demande, mais est-ce que ce serait passé si tu avais été sur le terrain? Alors, évidemment que non, mais justement, on sent que les autres, c'est justement parce que Kobe est pas là, on a enfin gagné limite un match, il est pas là, il va pas nous casser les couilles, on peut enfin rigoler un petit peu. Et c'était une bande de jeunes qui se marraient, mais la scène, elle est catastrophique. C'est marrant parce que Kobe, j'en avais noté un aussi. C'est lui en conférence de presse où ils ont gagné. Alors, je me rappelle plus quelle est la série ni quelle est la finale. Ils viennent de gagner un match de la série ou de la finale. Et il a l'air hyper vénère, en fait. Et un journaliste lui dit, mais tu peux sourire peut-être, vous venez de gagner, quoi. Et Kobe qui est en mode, mais pourquoi est-ce que je sourirais? La série n'est pas finie, hein. Et qui est ultra premier degré. Alors, il y a toujours de la mise en scène avec Kobe, on sait bien, mais quand même, ce que j'ai bien aimé, c'est la question naïve, quelque part, du journaliste qui lui dit, mais lâche un petit sourire, mec, vous avez gagné, vous êtes devant dans la série et tout, et l'autre, non, non, y a pas de... Pourquoi est-ce que je sourirais, quoi? Putain, non mais quel casse-couille, quoi. C'est ça. Des moments d'aura, pas d'aura, on peut en avoir des dizaines et des dizaines. Moi, je vais finir par... je parlais de James Harden tout à l'heure et j'en ai quand même deux. James Harden qui se balance le ballon dans la gueule après avoir pris une faute et Josh Hart qui le regarde en disant n'importe quoi ce gars. Non, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Pourquoi avoir fait ça? Et pour moi, un des moments avec le moins d'aura du monde, Nate Robinson, game winner de Paul Pierce à New York. Et Nate Robinson qui arrive, l'autre qui fait l'avion. Nate Robinson, il veut lui sauter dessus une première fois, il n'y arrive pas, lui sauter dans les bras. L'autre le calcule pas, il ressaute, sauf que Paul Pierce fait l'avion et prend un virage d'avion, normal, hein, il décide de changer de direction et l'autre lui passe par-dessus. Mais le problème, c'est qu'il lui passe par-dessus en slow motion avec la caméra fantôme. Et là, tu vois l'autre, il passe comme ça. Tout doucement. Mais quel moment de génie, quoi. Ce qui me fait le plus rire en fait dans cette anecdote que tu viens de raconter mais de manière magnifique là, c'est l'excitation de la gueule de Nate Robinson qui ressemble, tu sais, il a vraiment la même tête que, je sais pas si tu te rappelles, là c'est vraiment pour les vieux, mais je sais pas si tu te rappelles des céréales Smacks qui avait une petite grenouille en forme en effigie, c'est la même tête quoi, il est tout content. Et Paul Pierce, il y a aucun moment de la vidéo où il se rend compte qu'il y a quoi que Nate Robinson est sur place en fait. Et ce décalage là, c'est incroyable, incroyable. Et oui, pourtant il le prend parce que je crois que du coup il prend le genou, il le prend ici le genou, donc il prend un impact quand même, mais même pas il se retourne pour voir si l'autre s'est cassé la gueule, il est tout à sa célébration. Paul Pierce que j'aime pas trop, mais qui a quand même eu des moments pas d'aura, on la connaît l'histoire avec le Poop Game, mais qui a quand même le Did You Call Bank, I Call Game, c'est quand même un truc. Ouais, il en a eu plusieurs, hein, tu vois, là, comme ça. Tu parlais des bonnes répliques au micro qui sortent comme ça. Voilà, celle-là, elle est forte. Il faudrait qu'on fasse, en effet, tu as raison, sur le Anything's Possible, une culture spéciale déclaration, parce qu'il y en a qui sont restés dans l'histoire pour des bonnes choses et d'autres pour des mauvaises choses. Et je vais me noter ce thème tout de suite, car il vient en 2 secondes d'allumer une petite étincelle d'excitation. Ce qui nous a excité un petit peu cette semaine, Théo, aussi, c'est peut-être un morceau, un track of the week que tu voulais nous partager. On va passer à nos petites rubriques. Ouais, alors c'est un morceau, en fait, il vient pas de sortir, hein. Je pense que ça doit faire 1 an que c'est sorti. C'est un producteur qui s'appelle Real Badman, qui a sorti plusieurs albums, un peu de compilation avec des invités, et qui a aussi fait des albums avec un seul rappeur, notamment il en a fait un avec un rappeur de Détroit, dont bien sûr le nom m'échappe. On devrait jamais se lancer dans des phrases pareilles. Je vais retrouver le nom du rappeur en question. Mais le morceau là, c'est sur un de ses albums à lui, et c'est avec Rock Marciano et Mayhem Lauren en invité. Et j'étais passé un petit peu au travers du morceau en lui-même. Et c'est le genre de morceau, pour moi, tu te mets ça dans la voiture. Tu vois, il y a des morceaux que tu peux te mettre dans ta voiture que quand tu es tout seul et à faire trembler les vitres et péter le pare-brise. Moi, c'est exactement ça, quoi. Si je me mets ça avant d'aller jouer un match de basket, je suis au top du top. Donc voilà, le morceau s'appelle Back on One, notamment pour le couplet de Rock Marciano et son refrain sur la prod, là, qui est vraiment très très lourde. C'est mon morceau de la semaine.
Sachant que Canteo Boldy James, pardon. C'est avec Boldy James qu'il a fait un album Real Badman. J'avais dit que je retrouverais le nom. Sachant que quand Théo va faire un match de basket, généralement, c'est quand il part avec son équipe féminine. Donc, j'ose imaginer la tête du bus avec les vitres qui tremblent en train d'écouter Batman. Donc, ça doit être ça. Mais ça doit être trop bien que tu sois d'être coach. J'aimerais trop être une petite souris et venir te voir diriger une séance d'entraînement à un moment donné. Ouais, À ouais, faire. bah, tu es bienvenu, hein, Pierre. Tu montes sur, dès que tu montes sur Paris, on t'ouvre les portes du gymnase avec grand plaisir. Ah, putain, je viendrai avec grand plaisir. Moi, ce que j'ai choisi cette semaine, c'est les 20 ans d'un album qui est sorti en novembre 2004, Théo. MF Doom. Ah bah oui, oui, bien sûr. MM Food. MM Food, évidemment, Plutôt. 20e, Food. MM Food, 20e anniversaire. Super édition, je sais pas si tu as vu, avec un double vinyle Si. marbré, super belle. Je sais pas si tu l'as commandé déjà. Non, mais j'ai vu ça, Euh, effectivement, ouais. ouais, avec une pochette un peu différente. Tout a été redessiné, tout a été remis au du goût du jour. Et il y a 3 remixes inédits dans cette version 20e anniversaire, dont un d'un producteur que j'adore, c'est Jake One. Jake One de Ramsayers, qui a travaillé sur Stones Throw Records, qui avait bossé avec Brother Ali, De La Soul, M.O.P., etc., avec Freeway, avec Doom, donc aussi. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils ont filé le morceau Hoe Cakes à Jake One. Vraiment super morceau que je vous conseille d'aller écouter. Jake One, si vous êtes un peu plus soul maintenant, il a son duo Tuxedo avec Ouais. Myrotorm. Donc très sympa, le Tuxedo 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un truc pour danser, un petit peu plus léger. Mais je pense qu'il a dû prendre beaucoup de plaisir à remixer un morceau bien dark et de le rendre encore plus dark. On ne savait pas que c'était possible. Donc voilà, MF Doom, MM Food avec Hoe Cakes, le remix de Jake One. C'est mon track of the week. Ouais, bah, super choix. Et effectivement, tout le packaging est vraiment top là, de cette réédition. Donc, je sais pas comment ça me titille quand même. Je vais voir. Hmm. Je vais voir s'il me reste des économies pour ça. Ouais, non, il arrive. Non, il arrive. Même si je sais il faut déjà t'offrir le Goats, mais faudra te prendre ça aussi. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine ou tes coups de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est à nouveau un petit coup de blues quand même, parce que j'en ai marre là, chaque semaine, j'ai l'impression qu'on parle de gens, d'artistes ou autres qui nous ont quittés. Là, c'est un rappeur qui est peu connu, qui s'appelle Saphir, S2AFIR, un rappeur de la côte ouest, de la Bay Area pour être plus précis, dont on a appris la disparition cette semaine. Et voilà, c'est un rappeur, moi, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, hein, ces disques n'ont pas fait beaucoup, beaucoup parler d'eux. Si vous avez vu le film Menace to Society, il joue un petit rôle dedans. Voilà, il D'accord. joue le rôle d'un gangster dans ce film-là. Là, pour l'occasion, du coup, je t'ai sorti, ça c'est son tout premier album, Boxcar Sessions, qui était sorti à l'époque en vinyle sans pochette, malheureusement juste avec une pochette de ce type-là que j'avais beaucoup aimé. C'est assez atypique hein, au niveau des flows, ça fait penser, il y a du Souls of Mischief, avec qui c'était un collaborateur et en même temps un rival. Je vais t'en reparler dans quelques secondes avec des prods très jazzy. J'ai beaucoup aimé cet album-là. Et quelques années plus tard, elle avait sorti celui-ci qui est complètement fou. Alors celui-là, franchement, si tu écoutes et que tu me dis mais j'ai jamais rien entendu de pire, je peux le comprendre. C'est complètement barré. On dirait un petit peu Dr. Octagon croisé avec Shock J de Digital Underground qui a signé quelques prods sur Oh cet là là, album. la Et moi, j'avais pochette. bien aimé. Ouais, la pochette est folle, hein. La pochette a aucun sens. Ouais, on dirait Master P pour la pochette avec des prods très très étranges. Voilà. Et j'ai un autre truc dont je voulais parler de Saphir, il y a une émission de radio qui est légendaire sur la côte ouest qui s'appelle The Wake Up Show, qui était animée par Sway et King Tech. Et ils avaient sorti quelques anthologies à l'époque, c'est vieux, hein, de freestyle en fait. Et sur ce volume-là, il y a un freestyle qui est légendaire en fait, et je pèse mes mots, entre Saphir justement et les mecs de Souls of Mischief, qui étaient en embrouille et qui ont décidé de régler ça au micro dans les locaux de la radio. Et pour le coup, quand je parle de freestyle, c'est vraiment freestyle, il n'y a pas de texte écrit que les mecs lisent, tout est en improvisation et ils sont en train de se démonter comme dans les meilleurs battles. Et c'est Saphir qui était sorti voilà, vainqueur d'après le plébiscite du public. Donc voilà, donc Saphir, rappeur
talentueux qu'après, il a été dans un groupe qui devait sortir un album produit par Dr. Dre, qui bien entendu n'est jamais sorti, et dont le groupe était censé s'appeler les Golden State Warriors, parce que c'était lui, Exhibit et Raskas, trois rappeurs de Californie et de la Bay Area. Donc voilà. Donc, qu'il repose en paix, comme on dit, et ça serait bien si ça pouvait arrêter un petit peu ces semaines qui se suivent avec des légendes qui nous quittent. Ah, écoutez, il a un surnom, là, j'ai vu sur le CD, Docteur Nono, comment il s'appelle? Et qui est Mister Nono, je ne sais Mister absolument pas Nono. pourquoi ni comment il a choisi ce pseudo pour cet album, je crois pas que ça soit revenu. Mister Nono, peut-être qu'il faisait comme ça. Oh là là, mais la pochette avec le bourreau devant, mais, non, mais comment il y a un Rien ne type va. Qu'est-ce que c'est que cette Rien... DA? Il faudrait montrer cette DA à Guillaume Laroche, justement, qui devrait Ah oui, adorer. non mais attention, hein, ça peut provoquer des problèmes de strabisme assez rapides. Voilà, son nom complet c'était Saphir the Saucy Nomad, parce que son crew s'appelait le Hobo Junction. Il y avait tout un truc autour des hobos et du fait de voyager. Bref. Eh ben, on va aller découvrir ça. Moi, coup de cœur. Alors, musical déjà, hier soir, j'ai amené comme toi, j'ai amené ma fille à des concerts qu'on lui a offert pour son anniversaire. Ses copains lui avaient offert pour son anniversaire. Anecdote essentielle, n'est-ce pas? Et on est allé voir un concert de musique symphonique autour de deux compositeurs, John Williams et Hans Zimmer. Voilà, où l'orchestre joue les grands thèmes de Star Wars, de Gladiator, Harry Potter, Pirates des Caraïbes et tout. Et je me suis surpris à kiffer la musique instrumentale parce qu'en plus, ils avaient eu. Alors, c'est la direction artistique, ils le disent comme ça, mais je pense qu'ils n'avaient pas le droit de montrer la moindre image, hein, parce que Ouais. évidemment, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que du coup, par exemple, ils jouaient un thème du Roi Lion. Et ils avaient juste mis une ambiance de coucher de soleil, voilà, avec une grande lumière orange, une lumière plus rouge quand ils jouaient la marche impériale de Star Wars, quelques lampions quand il y avait soit les Pirates des Caraïbes, soit etc. Ils jouent Interstellar, mais on se rend compte de la puissance de ces musiques-là en live. Euh, on fermait les yeux, on s'imaginait la musique, c'était vraiment assez bouleversant et je pensais pas que je prendrais une telle claque en allant réécouter des morceaux tellement connus hors contexte finalement, parce qu'il n'y a Hmm. pas l'image derrière. Et on se rend compte du génie instrumental de ces compositeurs qui sont au service d'un réalisateur et d'une image, mais qui sont essentiels. Et voilà, c'était aller réécouter l'œuvre de Hans Zimmer, de John Williams et de tous ces compositeurs, parce que c'est magnifique. Ça nous ramène dans des souvenirs incroyables. Et vraiment aller écouter, encore une fois, la musique, même de la musique de film en concert, c'est surprenant et je me suis surpris à passer un excellent moment. Voilà pour la musique. Et au niveau bouquin, j'ai lu, je le dis, certainement un des plus beaux livres que j'ai jamais lu, qui s'appelle Madeleine avant l'aube, qui est un livre de Sandrine Colette, qui se passe dans une époque et dans un lieu qui ne sont pas précisés, mais en tout cas dans ce qu'elle appelle le pays arrière, dans un petit hameau où elle raconte l'histoire d'une famille de paysans qui travaillent et qui essayent de tirer quelque chose d'une terre qui n'est pas la leur, mais qui est celle de leur maître. Euh, et débarque une petite fille qui sort d'une forêt affamée et perdue, qui s'appelle Madeleine, enfin qui nomme Madeleine avec un A, et qui va bouleverser un petit peu l'ordre établi de cette famille qui vit au jour le jour et qui survit au jour le jour. Elle y raconte sur 250 pages la faim, le froid, l'espoir des hommes, la force des femmes. Voilà, ce qui fait écho à tous mes petits floppers d'internet qui la semaine dernière se sont offusqués parce qu'on a dit du mal d'une personne raciste, misogyne et intolérante, et que dans le culture il n'y a pas de frontières. Nous on ne sait pas ce que c'est les frontières, donc on ouvre ça. Si ça vous embête, mes petits floppers d'internet, aïe, oui, 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 aïe, 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 ah, l'arbitre, que fait l'arbitre? Voilà. Voilà, n'allez pas lire Madeleine avant l'aube, croyez-moi, parce que c'est trop d'émotions pour certains petits esprits qui connaissent tous le goût des feutres. Donc, vraiment, elle était, je crois, demi-finaliste du Goncourt. Je ne peux pas comprendre qu'elle n'ait pas eu le Goncourt, Sandrine Colette, là-dessus. C'est une ode à la révolte, à la famille, à la force des sentiments. Voilà, c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas, j'ai peu de mots
Je lui ai envoyé un message, j'étais totalement bouleversé à cette autrice pour la remercier, ce que je fais rarement, même si c'est ce qu'on devrait tous faire, puisqu'on n'a pas la possibilité, à part d'acheter leurs livres, de les voir en vrai. Donc quand vous avez la possibilité dans des librairies, vous avez des livres qui vous touchent et que regardez, certaines librairies reçoivent parfois les auteurs, allez les voir, allez leur dire, ça leur fait un bien fou. Mais ouais, j'ai pris une claque, j'en ai encore des frissons. Madeleine avant l'aube, c'est pas drôle, mais c'est important pour tout le monde de lire ce livre parce que ça raconte quelque chose sur nous, sur notre pays et sur la manière dont les hommes se font et se défont. Mais écoute, c'est noté sur ma liste. C'est parfait pour chercher des idées de cadeaux de Noël pour C'est bientôt. le Là, livre. Ouais, alors c'est un livre c'est à noté. offrir aux gens qu'on aime fort. C'est un livre à leur offrir parce que voilà. Si tu lis ça et que tu me dis, franchement, ça m'a laissé de marbre, c'est totalement impossible, Théo. Tu seras moins 100 000 d'Aura sur ta facture finale. Est-ce que tu avais une relique aussi, Pierre? Ouais, j'en ai une. Alors, tu sais, je t'avais dit que j'étais tombé sur un paquet de posters improbables il y a peu de temps, et j'en ai trouvé un qui est absolument superbe et qui était un poster de l'équipe à l'époque, qui est hors format en plus, c'est-à-dire impossible à encadrer parce que le format est gigantesque. Ouais, le format est costaud. Regarde, alors, avec une superbe photo Magic, de Dennis Johnson. Ouais. Magic, Dennis Johnson d'un côté, et Robert Parrish que tu vois derrière, Ah oui. en train de se Chief. dire, si j'avais su, je serais venu en aide. Et de l'autre côté, tu as une non moins superbe photo. Magnifique, ouais. Ouais, de Jordan, époque sûrement 87, puisque tu vois, il porte une paire de Jordan 2 partant au dunk avec un Doc Collins admiratif sur le bord du terrain. Avec sa permanente et sa cravate panouée, là. Magnifique. Ouais, qui était trop content. Et sa cravate déjà détachée parce qu'il suait comme un goré. Mais le vrai bonheur n'est pas dans ce poster, qui sont superbes. Hein. Je te laisse voir, ils sont vraiment très très grands. Je vais pas les mettre à côté de moi parce qu'on ne se rendra pas bien compte. Mais ce qui est formidable, je vais le replier, c'est que l'équipe s'est chauffée. Le mec de l'équipe s'est chauffé. Et s'est dit, on va mettre un slogan. Et le mec met l'équipe, pour ceux qui ne le voient pas, qui nous écoutent en podcast, donc il a écrit l'équipe avec le logo du journal, Faster, Higher, Stronger, mais c'était pas assez américain. Donc derrière, ils ont rajouté Yeah avec un point d'exclamation. Faster, Stronger, Higher, Stronger, Yeah. Ils n'ont pas quand même osé traduire le Yeah, donc en bas, il y a marqué Canastérix, plus vite, plus haut, plus fort. Ils auraient pu mettre Ouais derrière, mais ils n'ont pas osé. Mais c'était tellement, voilà. J'avais envie d'encadrer rien que ce moment-là. Incroyable. Voilà. C'était ouf de dire, c'est comme s'ils avaient marqué des petits trucs avec marqué Smash, tu vois, sur le côté. Oui, c'est ça, exactement. Comment gâcher En fait, c'est comment gâcher un poster complètement fou et au bout du compte, 20 ou 30 ans plus tard, c'est comment le rendre encore plus culte et l'ancrer encore plus dans une époque, quoi. Et c'est pareil, tu vois, aura 100 000 sur le poster, sur l'idée de faire le truc, sur le format et tout, aura moins 10 000 sur un seul mot, Yeah. C'est vraiment comme le générique qu'avait fait Étienne Carbonnier, tu sais, où il y avait un truc, America, fuck yeah. Tu vois ce truc-là. Ouais, c'était un peu pareil. Bon, voilà. Très, très Donc, bon. cette relique m'avait fait rire. Qu'est-ce que tu as, toi, pour nous cette semaine? Écoute, moi j'ai un bouquin. Alors, mais avant de montrer le bouquin, je vais montrer un disque. Il y a un rappeur du début des années 2000, parce que derrière il a arrêté de faire du rap, mais que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle J-Zone. Donc J-Zone, là je vous montre son album avec les Old Male Billionaires, ses potes Huggy et Ali Sheed. Un rappeur avec un sens de l'humour incroyable, rappeur producteur, parce que c'est lui qui faisait les sons et qui était un des premiers à aller chercher, tu vois, après pour se différencier et pas au lieu d'aller taper dans la soul, qu'aller dans les magasins de disques à côté de chez lui, qui prenait le bac à 1$ où il y a tous les trucs que personne veut et à sampler des bouts de sons d'accordéon et les mettre avec tout découpé pour en refaire autre chose. Donc producteur hyper talentueux, mec très drôle, pas le meilleur des rappeurs, mais par contre t'écoutes les textes, c'est à mourir de rire. Et en fait il a sorti, donc quelle année c'était, je pense que c'est au début des années 2010, ça doit avoir une dizaine d'années à peu près, un bouquin qui s'appelle J-Zone Root for the Villain, dans lequel il raconte comment sa carrière prometteuse
est parti en vrille et comment c'est dur le quotidien de rappeur indépendant qui va faire des concerts en Tchécoslovaquie pour 300 personnes et qui a du mal à remplir les salles de concert ou qui se dit bon bah je vais tout vendre moi-même et puis tu te retrouves à devoir faire les enveloppes, les emmener à la poste, etc. C'est écrit avec énormément d'humour. C'est un mec qui a vraiment une super plume. Pour l'anecdote, c'est quelqu'un que j'avais réussi à convaincre de tenir à un moment une rubrique dans Rivers. Donc si vous avez des anciens numéros de Rivers, vous en avez certainement avec des chroniques de Jason dans lesquelles il parle de basket, parce que c'est un Incroyable. New-Yorkais fan de basketball. Depuis, il a arrêté le rap. Par contre, il n'a pas arrêté la musique. Il s'est pris de passion pour la batterie. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il s'est mis à 2000% dans la batterie avec son groupe The Do Rights, mais avec plein d'autres groupes aussi. C'est devenu un excellent batteur. Vous pouvez le retrouver parfois dans des collaborations avec The Roots ou autres. Donc voilà, Jason Elias, il a repris son vrai nom sur Instagram. Cherchez son lien vers son Instagram. Donc il a repris son vrai nom, c'est Jay Mumford. Je vous mettrai le lien. Ce bouquin, Root for the Villain, c'est super drôle. C'est instructif aussi quand même sur le quotidien des artistes indépendants en fait qui ont du talent, qui veulent vivre de leur passion et puis en même temps c'est pas si simple et malheureusement comment dire, le succès d'estime ne remplit pas le frigo. Donc voilà, j'avais lu ce bouquin avec beaucoup de plaisir. Root for the Villain, excellent bouquin à offrir pour Noël aussi, comme la toute nouvelle sortie Goats que vous retrouvez sur le site Rivers Basket Session en précommande pour l'instant avec les frais de port gratuits. Donc allez-y, n'hésitez pas, comme toujours, vous savez comment ça marche avec Rivers, c'est de la série limitée. Donc si vous voulez qu'on continue de vous faire plaisir avec ce genre d'ouvrage, et ben continuez à vider nos stocks, comme ça, nous, on peut continuer à travailler, ça nous donne de la force comme vous nous en donnez chaque semaine dans le Hoop Culture. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, de nous regarder si vous êtes sur YouTube, nous écouter si vous êtes sur les plateformes de streaming et de nous écouter si vous êtes également sur les ondes, puisque vous savez que le Hoop Culture, c'est tous les lundis à midi sur les ondes de Radio Grenouille à Marseille et sur le radiogrenouille.com. Donc là, on a bien brossé le panel, on est présent un petit peu partout, on sera bientôt diffusé dans des salles NBA, ne vous inquiétez pas, ça arrive très 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 bientôt. En tout cas, merci de nous donner de la force, merci de la force que vous nous donnez, de l'amour que vous nous donnez. Parfois, vous râlez un petit peu dans les commentaires, mais c'est pour ça qu'on est là aussi et on aime ça. Vous nous faites rire aussi. C'est souvent très, 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 très bienveillant et on aime bien rigoler avec vous. Et c'est ça qu'on aime dans le Hoop Culture. Théo, passe une bonne semaine. Pareil, je vais aller voir s'il y a besoin que j'achète une parka ou si de toute façon la neige a déjà fondu, mais passe une excellente semaine toi aussi, Pierre Armand. Et j'espère voilà, qu'on se retrouve. On a dit qu'on allait essayer de se recapter à nouveau quand même à un moment dans l'année parce que pour rendre un peu plus tangible cette relation à distance, Pierre. Et évidemment, notre bromance, c'est les relations à distance, c'est bien mignon, mais rien de tel qu'un bon hug, quelques bisous pour se retrouver et se raconter plein de trucs. Mais surtout, on a quand même dans l'idée un jour de vous, de peut-être partir quelque part et de vous faire un vrai Hoop Culture, un vrai vlog sur des choses qu'on aime et qu'on aimerait tant partager avec vous. Donc voilà, si vous avez un tonton, un oncle, ou si vous avez dans vos étrennes de Noël de la thune en trop, eh ben, on va mettre en place un super voyage. Merci de nous sponsoriser pour ça, c'est très important. Non, mais voilà, oui, bien sûr, on continue de faire vivre ça. Et on se retrouve peut-être même bientôt dans de nouvelles aventures avec Antoine qui veut nous organiser un petit truc rigolo dans une late session à suivre. Très bientôt. Salut à tous! Ciao!